Bien, merci d'être venu pendant l'heure du déjeuner. Croyez-le ou non, moi-même, je n'ai pas mangé, mais ça tombe bien, il y a Spider Cochon. Voilà, il est venu en charcuterie, évidemment. Non, c'est pas drôle. Bon. Question suprêmement bête, mais j'ai posé la question hier pour Alien et les 40 ans. On ne sait jamais, vous avez tous vu les Simpsons? Oui. Vu et revu. Bon. Bon, ok. C'est juste au cas où, parce que bon, qu'on ne dise pas que je fasse des révélations qui pourraient vous cacher le visionnage de cette série. Donc cette année, on fête quand même les 30 ans des Simpsons, les 30 ans de la série des Simpsons, même si en fait, ça serait plutôt les 32 ans. Et c'est quand même assez formidable de voir qu'une série animée a pu lancer autant de carrières, autant de tendances, parfois beaucoup plus tendancieuses que les Simpsons, qui étaient pourtant suggérées comme étant une série quand même assez vulgaire en son temps. Mais heureusement, depuis, il y a eu South Park. C'est ça. Entre autres, mais pas que. Il y a eu beaucoup d'autres séries. Ça a permis quand même démocratiser, d'élargir le centre d'intérêt de l'animation à autre chose que les enfants. Ça, c'est quand même très très important, d'autant plus important que en 1989, que ce soit en France ou aux États-Unis, la tendance était de croire sottement que l'animation n'était que pour les enfants, était réservée aux enfants, alors que ça pourrait s'adresser à n'importe qui. Ce qui est d'autant plus stupide que déjà au cinéma, vous aviez déjà énormément de titres et de films qui étaient très clairement pas du tout pour les enfants, très 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 adultes, mais visiblement il n'y avait rien entre. C'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit d'être à la fois drôle et de vous adresser aux adolescents ou aux adultes, ou même tout public, tout simplement. Ce qui était complètement stupide. C'est-à-dire que vous aviez droit à Fritz the Cat, qui est presque un film porno, avec des chants cartoon, je ne vous recommande pas. Toujours de Ralph Bakshi, vous avez eu quand même, mine de rien, la première adaptation du Seigneur des Anneaux qui était en animation. Vous avez eu Tigra la glace et le feu qui est déjà un petit peu mieux. Vous avez eu même en Europe Tarzoun, la honte de la jungle, qui portait très très bien son nom. Tout ça pour vous dire que l'animation c'est un support qui peut s'adresser à tout le monde, mais visiblement à la télévision on avait décidé que ce n'était que pour les mômes. Quoi qu'il en soit, donc en fait ce qu'il faut noter c'est que les Simpsons, en fait, le début du projet par Matt Groening, qui est donc l'auteur original, c'était de proposer un titre dont il pourrait garder les droits, puisqu'en fait, au départ, en 1987, il y a une émission aux États-Unis sur la Fox qui s'appelle Tracy Ullman Show, que je ne connais absolument pas, qui lui avait demandé de faire des petits segments animés en rapport avec un comics, une BD qu'il faisait. Donc c'était la vie en enfer, je crois, un truc dans le genre, Life in Hell. Et ça n'intéressait pas de perdre les droits de son titre, sous prétexte que ça passait sur la Fox. Donc il leur a proposé carrément un programme original, avec en plus un contrat très spécifique qui disait, écoutez, moi je vous propose un truc tout à fait original, mais je tiens absolument à ce que vous n'ayez aucun droit de regard sur ce que je vais faire, avant même que ça soit diffusé. Donc c'est au petit bonheur la chance, si ça marche tant mieux, si vous n'êtes pas content tant pis. Et c'est pour ça qu'il y a énormément, depuis 30 ans, d'épisodes qui se permettent de dire la Fox, ils exagèrent, la Fox c'est des vilains, mais tout le monde s'en prend plein la gueule, de toute façon, donc c'est pas un problème. Donc une liberté totale. Comme quoi au niveau des contrats aux États-Unis, si on fait gaffe et si on fait signer certaines choses, ça permet entre guillemets un certain nombre de libertés. Quoi qu'il en soit, donc les premières esquisses et le début des Simpsons, c'est vraiment en 1987, et c'est qu'en 1989 que des épisodes spéciaux de 25 minutes, notamment le premier épisode de la première saison qui se passe à Noël. En fait, c'est un épisode de Noël qui avait été fait pour cette fameuse émission et qui met en scène donc effectivement la famille Simpson et le chien, petit Papa Noël, qui dans cet épisode-là se fait remplacer et du coup comme il arrive pour Noël, il se fait appeler comme ça. Voilà. D'ailleurs, malheureusement, le chien et chat qui apparaissent un peu moins, je trouve, dans les dernières saisons, mais c'est pas grave, sur 30 ans, il y a eu quand même largement de quoi faire. Pour le générique
tout le monde le sait maintenant, j'ose imaginer que vous le savez. Le thème principal des Simpsons, c'est quand même signé de Danny Elfman. Pas n'importe qui, tout le monde sait qui est Danny Elfman. Oui. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Hein. Si. Bon, on va demander du coup à la salle pour une fois. Oui, alors il a fait quoi? Il a fait la musique de Batman, le premier film. Par Il a exemple. fait énormément de deuxième musique aussi. de films de toute façon. Et Tim Burton surtout. Tim Burton, Voilà, ouais. c'est le compositeur attitré de Tim Burton. Il a même fait quelques Avengers aussi. Quelques Marvel. Malheureusement, il a fait le deuxième, mais Ouais. on va pas lui pardonner. Il a fait une musique de Men in Black, par exemple. C'est souvent le même genre de composition. Pardon? Desperate Housewives. J'ai pas compris. Desperate Housewives. C'est bien ce que j'avais compris et du coup, je ne sais pas. C'est lui, ouais. J'ai un vague souvenir d'avoir vu la première et la deuxième saison, je suis désolé. Non, bon. Voilà, je pense que la musique était trop anecdotique pour que je la note. Il y a malheureusement certaines séries où les musiques ne sont pas toujours très inspirées, même si on peut avoir de bons souvenirs. Bonjour mademoiselle. Non, c'est à mademoiselle que je m'adressais. Donc quoi qu'il en soit, donc une grosse évolution quand même sur 30 ans. D'ailleurs, il y a plusieurs épisodes où l'équipe de production s'en amuse un petit peu. Je ne sais plus si c'est un épisode d'Halloween ou quoi, mais il y a les premières apparitions des Simpsons, les premiers dizaines des Simpsons qui apparaissent comme des fantômes dans leur maison. Et en fait, les précédentes incarnations des Simpsons se rencontrent. Et d'ailleurs, même Bart, des fois, dit mais qui a pu utiliser une télévision carrée, cathodique, etc. Parce que même le mobilier change évidemment. On passe quand même des années 90 avec télévision, pas de téléphone portable ni rien, à tout le monde a un téléphone, télévision plate, chaîne câblée, etc. Enfin bref, les Simpsons savent évoluer avec leur temps. Par contre, typiquement, c'est le genre de série où les personnages ne grandiront jamais. Quoique. Il peut arriver que justement ils s'en amusent et il y a quelques épisodes où on a eu droit à un petit droit de regard sur ce que pouvaient nous réserver les Simpsons dans l'avenir et voir un petit peu ce que devenaient Lisa, Bart, surtout Maggie. Alors ça c'est très amusant puisque ça c'est le premier épisode. L'image est pourrie, je suis désolé, mais j'ai pas retrouvé quoi que ce soit de probant dans mes archives. Mais voilà à quoi pourrait éventuellement ressembler la famille des Simpsons maintenant s'ils avaient vraiment grandi de 30 ans. Je doute que Abraham puisse vivre aussi longtemps, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Lui et sa fameuse voix. Et je votre exposé fait à nous les vieux. Et ça c'est une possibilité parmi tant d'autres. Et j'espère que c'est effectivement dans le bon ordre. Voilà. Alors, par contre, si je me rappelle bien, cet épisode-là, on voit effectivement Maggie qui passe son temps à souffler. Ils n'arrêtent pas de dire qu'elle n'arrête pas de parler, qu'elle est toujours pendue au téléphone. On ne l'entend pas. Parce que ce n'est pas question d'un... C'était dans la saison 6. Sans doute. Si je me rappelle bien, Bart est non pas dans la construction, mais dans la démolition. Ouais. Et malheureusement, on voit que Lisa a fini par se marier avec Mulhouse. Je n'ose pas imaginer à quoi pourrait ressembler la descendance, mais voilà. Mais sinon, il y a quand même pas mal d'épisodes qui laissent entendre que Lisa est amenée à des postes assez importants dans le gouvernement américain, et notamment plusieurs fois on la voit comme présidente. Et c'est quand même assez rigolo de voir ça. Puisqu'on en est à parler de l'évolution des personnages, on notera aussi que c'est une série qui, bien malheureusement, a dû composer avec la disparition de certains personnages liés tout simplement à la disparition de voix de doublage. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la série, des personnages ont disparu parce que tout simplement les comédiens nous avaient quittés. Donc ça avait commencé, si je me rappelle bien, avec une des idoles du jazz de Lisa, qui du coup disparaissait, mais enfin il n'avait pas un rôle très important. C'était un peu plus compliqué après pour
les deux femmes successives de Flanders, qui pour le coup semblent vraiment condamnées à se marier et devenir veufs. Sachant qu'en plus ces enfants là aussi, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans le futur, c'est un peu particulier, ça laisse entendre que ces enfants, tout en restant catholiques pratiquants, comment dirais-je, ont une vie sexuelle débridée. Mais bon, ça fait partie aussi des épisodes avec beaucoup d'émotions. Je me rappellerai toujours de la fin d'un épisode où on voit Flanders avec son petit brassard noir de veuf et les deux photos de ces femmes qui l'ont quitté, puisque c'est, comment elle s'appelle déjà, Madame Krapabel, qui était la prof de Bart, qui cache un honteux secret. Elle a une poitrine très opulente et qui disparaît. Et ça arrive d'un coup d'un seul, parce que ça ils peuvent pas le prévoir, mais ils choisissent donc de ne pas prendre d'autres comédiens de doublage. En France par contre, ils n'ont pas eu le choix. Quand la personne, si je me rappelle bien, qui faisait la voix... Allez-y. Plus on est de fous, plus on rit. De Monsieur Burns. Michel Baudot. Ils ont remplacé en français, ils n'avaient pas le choix, puisque de toute façon ils continuaient à apparaître dans la série. Mais donc voilà, sur 30 ans, il y a forcément beaucoup d'évolutions. Ce qui est rigolo par contre, c'est qu'il y a certains concepts de départ qui ont éventuellement été un petit peu développés quand même. J'espère que c'est l'image suivante. Non, c'est pas grave. C'est une des nombreuses photos que j'avais prises de Matt Groening quand il était passé en France à Annecy. Je ne sais pas qui est le gars en chemise, c'est certainement pas moi, ou alors moi aussi j'ai beaucoup évolué. Mais c'est un gars extrêmement sympathique et d'autant plus modeste qu'il répète à qui veut bien l'entendre que non seulement il sera incapable de dessiner les Simpsons tels qu'ils sont dessinés actuellement, mais qu'il n'a pas été tout seul à travailler sur la série, hein, bien évidemment. Et qu'en plus, on l'a vu avec les dessins des premières esquisses de 1987, ça a non seulement beaucoup évolué, mais maintenant le design actuel, il est incapable de dessiner ça. Par contre, il y a une tendance à garder certains éléments. Je pense que là, mademoiselle le sait, mais vous savez tous quelle est la particularité de la tête d'Homer. On retrouve le M de Matt avec les rares cheveux qu'il a sur le côté, et le G c'est en fait la forme de l'oreille. Voilà, donc à chaque fois que vous voyez la tête d'Homer, il y a la signature de Matt Groening. Moi je trouve ça assez rigolo. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient pourquoi ils ont 4 doigts et pourquoi ils sont jaunes, alors il y a 2 raisons principales. C'est que d'une part, ce sont des personnages de cartoon. Dès le départ, dans les années 30, ils partaient du principe que pour bien faire comprendre aux gens que ce qu'ils voyaient à l'écran, c'était pas la réalité, il fallait non seulement grossir le trait, mais aussi faire en sorte que les personnages soient parodiques et ne soient pas humains du tout. Donc même si on avait un personnage humain, il avait que 4 doigts, et certainement pas 5. D'ailleurs, il y a un épisode qui s'en moque un petit peu, du style « Oui, rendez-vous compte, si l'évolution de l'homme faisait qu'on aurait non pas 4, mais 5 doigts ?» Et donc ça, c'est le respect du cartoon de base. Mais surtout le jaune, c'était tout simplement que pour des raisons d'économie. Ils ont utilisé essentiellement des couleurs primaires, et ça n'a pas l'air comme ça, mais faire la couleur peau, la couleur chair, c'est un peu plus cher, ça nécessite un petit peu plus de mélange. Si vous voulez prendre une couleur chair normale, vous prenez en fait de l'orange et du blanc. Mais pour faire de l'orange, il faut forcément avoir du jaune et du rouge. Donc ça vous fait quand même 3 couleurs à utiliser, et à l'époque, je vous rappelle qu'ils utilisaient des cellulos. Donc c'était sur des feuilles transparentes, et la peinture n'était pas gratis. Donc c'est-à-dire qu'en faisant les personnages jaunes, vous aviez des personnages qui coûtaient entre guillemets 3 fois moins cher à faire la couleur, à faire le gouachage, on appelle ça. Voilà. Et cette image-là, je vous l'ai mise parce qu'en fait, à un moment, il était plus ou moins admis que l'identité secrète de Homer, c'était Krusty, le clown. Pour ça qu'ils ont exactement la même gueule. Finalement, ça n'a pas été gardé, mais il y a un épisode où effectivement Homer remplace Krusty, qui en a un peu marre et qui veut prendre un petit peu le large. Krusty, on ne sait plus trop sur quel pied danser avec lui. Hein. C'est un immense salopard la plupart du temps, mais bon, des fois ils arrivent à le rendre assez sympathique.
mais dans la majorité des cas, c'est quand même un bon gros salopard. Je sais plus ce qu'il met dans sa viande de burger, mais c'est des animaux en voie d'extinction. Enfin. Cela dit, il y a pire, hein, il y a la cantine de l'école. Hein. J'ai revu un épisode sur W9 hier où la nénette qui s'occupe de la cantine, je sais pas ce que ça donne en anglais, mais en français elle a un vague accent allemand ou quoi. Elle dit oui, la seule façon de voler mes œufs, c'est d'avoir cette clé. Et ils peuvent pas prendre les œufs, ni eux, ni les mouettes. C'est-à-dire qu'en fait, les œufs de l'école sont des œufs de mouettes, c'est charmant. Bon, sinon, ce brave Homer, mine de rien, c'était pas ce qui était décidé au départ. Maintenant, c'est vraiment le personnage principal de la série, même s'il y a beaucoup d'épisodes qui sont volontiers centrés sur le reste de la famille ou même des personnages secondaires. Mais au départ, il était prévu que ce soit plutôt Bart. Si vous en voulez une preuve, les quelques produits dérivés qui avaient été développés au début des années 90 étaient centrés essentiellement autour de Bart. Voilà. Et d'ailleurs, France 3, quand ils ont commencé à passer la série, ils étaient persuadés que le héros de la série c'était Bart et que les Simpsons c'était pour les enfants. Voilà. Beaucoup de gens le pensent encore. Oui. Tant pis pour eux. Si en 30 ans ils n'ont pas pu s'en rendre compte. Voilà. Moi je pars du principe que c'est maintenant vraiment tout public, mais c'est vrai qu'il y a quand même des épisodes assez particuliers. C'est pas toujours évident de faire passer des thèmes comme. Il y a beaucoup d'épisodes par exemple qui essayent de faire comprendre qu'il n'y a rien d'honteux à être homo. Hein. Et là-dessus donc on a pas mal de personnages qui se révèlent homo, après qui retournent leur veste. Je pense notamment à un moment, je crois qu'ils avaient dit que le vendeur de comics était gay et finalement il se marie avec une japonaise, si je me rappelle bien. Le fan de manga qu'il est, ça a dû le ravir, mais bon, voilà. Sinon, du coup, les Simpsons, est-ce que c'est une machine à pognon ou non? Pas spécialement. Plusieurs fois, non, c'est pas ça. Oups. Ah oui, c'est vrai que c'est pas un diaporama, désolé, on va rester là-dessus. C'est surtout une usine à talent. Et là, j'ai trouvé que cette image-là, les autres images que j'avais n'étaient pas terribles, vous n'aurez pas parlé. Mais ce que je trouve absolument formidable, c'est que parmi les nombreux talents que les Simpsons ont lancés aussi bien à la télévision qu'au cinéma, déjà, vous avez quand même ceux qui vont fonder Nickelodeon, ceux qui ont fait tout un tas de séries, que ce soit les Razmoquettes, que ce soit Bob l'éponge, des choses comme ça. Ceux qui ont fondé Nickelodeon, c'est quand même ceux qui ont suivi, je ne sais jamais comment ça se prononce, Kasky Csupo, qui a quand même imposé un style un peu, on va dire, Europe de l'Est à l'animation américaine. Donc si vous voyez les Razmoquettes, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est à peine mieux en termes de design. Enfin, je veux dire, on va quand même être honnête, les Simpsons, c'est pas très beau. Mais les Razmoquettes, c'est pire. Voilà. Mais l'intérêt de ces séries, elle est ailleurs. C'est dans l'écriture, c'est dans la façon de faire ces personnages. Et c'est Csupo et son équipe qui ont fondé Nickelodeon, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà. Les débuts des Simpsons, c'était avec eux, sur 4-5 ans, et après ils ont vogué de leurs propres ailes, et eux-mêmes ont eu justement effectivement du succès avec des séries comme les Razmoquettes, où là aussi ils se sont amusés à faire une série où ils montrent les Razmoquettes s'ils avaient grandi, passe de bébé à carrément adolescent, c'était assez amusant. Mais il n'y a pas que lui là, puisqu'on a cette image-là. Il y a David Chung qui vous dit certainement rien du tout. Et pourtant, c'est quelqu'un dont vous connaissez le travail si vous avez suivi par exemple Animatrix. Donc je sais que c'était il y a presque 20 ans. Non, ça ne vous dit rien. C'est un des épisodes d'Animatrix et le style devrait peut-être vous rappeler quelque chose si vous vous rappelez de MTV. Et donc c'est quand même le créateur d'Aeon Flux. Allez, 8, 6, 7. Voilà. J'ai évité de vous mettre une image trop moche. C'est pas très beau. Mais ça fait partie de ces titres sur MTV qui là aussi ont lancé des projets, non seulement de science-fiction, plutôt adultes, en fait assez proches des projets qui étaient déjà développés depuis très longtemps au Japon, sous forme d'OEV et pour, on va dire, clairement un marché adulte. Donc David Chung, c'est pas n'importe qui, et il a commencé avec les Simpsons. Et sinon, je vous ai pas mis d'image parce que je pense que de toute façon,
vous connaissez, mais si je vous dis que Brad Bird a commencé avec les Simpsons, Brad Bird, ça vous dit quelque chose? C'est fou ça. Bon, si je vous dis les Indestructibles, si je vous dis le Géant de Fer, voilà, bon. Faut savoir qu'en plus Brad Bird, c'est quand même quelqu'un qui a été à la même école que John Lasseter, c'est pour ça qu'il a rejoint Pixar plus tard. Il a été très déçu à la fin des années 90 avec Warner pour le Géant de Fer qui n'a pas eu le succès que mérite ce film. Si vous ne connaissez pas le Géant de Fer, il faut absolument que vous voyez ça. C'est un film d'animation qui arrive, et même maintenant c'est rare, 20 ans plus tard, parce que si je me rappelle bien, il est de 99. C'est un des rares films qui arrive à mélanger images de synthèse pour le robot et animation traditionnelle pour les personnages humains. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Et puis Brad Bird, c'est mine de rien un des meilleurs films de Mission Impossible. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si. Allez, c'était fort. Pour moi. Non, bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, donc les Simpsons, mine de rien, parce que j'ai quand même intérêt à me rappeler que je dois vous préparer la surprise, c'est quand même un grand nombre de coach gags. Donc c'est l'introduction de l'épisode, c'est le générique, et les personnages doivent arriver à chaque fois sur leur canapé face à la télé, et il se passe tout un tas de choses à chaque fois. J'ai pas trouvé forcément les images qui vont bien, mais là c'est en rapport avec l'actualité, donc avec Thanos évidemment, mais vous avez eu aussi le travail de différents réalisateurs de dessins animés à la fois américains ou même français. Par exemple, vous avez... Mince alors, évidemment, le nom m'échappe. Bon, tant pis, on va passer à autre chose. Enfin, bon, il y en a beaucoup qui ont travaillé en indépendant sur ces coach gags, et ils aiment quand même à développer des choses en rapport avec l'actualité, non seulement cinématographique, mais la télé. Voilà. C'était amusant, ils avaient fait un générique façon Game of Thrones. C'était absolument tordant. Qui est vraiment arrivé par la suite. C'est exactement ça. Oui, il y a souvent effectivement, soi-disant, des prédictions simpsoniennes concernant la vraie vie. Voilà. Et ça, je vous avoue que sans ce coach gag-là, je n'aurais jamais connu la série qui fait référence, Rick et Morty. Je ne connaissais absolument pas. J'en avais jamais entendu parler. Et je fais partie des personnes qui n'arrivent pas à apprécier le truc. Je comprends que c'est du succès, mais chez moi ça passe pas. Là pour le coup c'est vraiment too much. Ça va loin. Voilà. Mais bon, c'est quand même assez amusant de voir qu'en plus la plupart du temps c'est improvisé au niveau du doublage, etc. Ils se moquent volontiers de Disney ici, avec un style disneyen, avec des chansons, des machins, des trucs, des bidules. Vous remarquerez d'ailleurs que Maggie est en cartoon noir et blanc. Homer, évidemment, c'est l'ours. Hein. D'ailleurs, j'ai noté un truc hier soir en regardant W9 pour essayer de réviser un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la télévision, maintenant, ils floutent les références à la bière d'œuf. Ouais. C'est parce que maintenant, la bière d'œuf existe en vrai. C'est ça. C'est con, hein. Sachez qu'il n'y a pas que les Simpsons qui ont eu droit à ça. Il y a eu un gros problème avec une série japonaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Nana. Et ils n'arrivaient pas à comprendre que non seulement un des personnages fumait comme un pompier, mais qu'en plus fumait une marque qui existe vraiment. Je me rappelle d'ailleurs que c'est une marque française, je sais plus si c'est pas des gitanes ou quoi. Ça, pour ceux qui ne le savent pas non plus, c'est comme l'alcool. Au Japon, leur tabac, c'est léger, quoi. Si vous leur donnez une cigarette française, il y a toutes les chances qu'ils prennent l'équivalent de la nicotine d'un an avec, avec des cigarettes japonaises. Donc, il y a celui-là aussi que j'adore. Ah oui. Voilà, vous ne verrez plus jamais Homer de la même façon avec ce coach gag-là. C'est juste complètement dingue. Avec le canapé qui... Oui, le canapé prend vie aussi dans ces génériques-là, c'est complètement fou. Là, on a un canapé grimaçant, mais il y a le canapé qui va fonder sa propre famille aussi à un moment, ou qui s'échappe. Enfin, voilà, il s'en amuse, en fait, il pousse
à chaque fois les trucs un peu plus loin. Ça tape les canapés aussi. Voilà. Tout à fait. Allez. Et sinon des références aussi à des réalisateurs ou des univers, et là c'était autour de Guillermo del Toro, donc ça c'était juste extraordinaire. Et normalement il doit y avoir le labyrinthe de Pan, voilà. Là c'est Bart, il est parfait. Là il est juste parfait. Donc ça continue avec des références à Mimic et tout ça. Il y a eu même un jeu vidéo. Bon bah voilà. Moi ce qui m'intéressait aussi c'était de dire qu'il n'y a pas que le générique de début qui fait des références à l'actualité. Et il y a une fin d'épisode avec la triste actualité qu'on a connue en France, où les réalisateurs ont tenu à indiquer aux Français qu'ils étaient là, quoi. Qu'ils comprenaient qu'il fallait marquer le coup. Et ils l'ont fait, et ça c'est quand même assez formidable. C'est-à-dire que c'est, contrairement au reste de la Fox, notamment Fox News, déjà je pense qu'ils ont des notions de géographie un petit peu plus développées, mais surtout ils ont des notions de l'actualité mondiale qui dépassent les frontières des États-Unis, et ça c'est bon. Elle est plus vite, Maggie. Voilà. En parlant de français, vous le savez peut-être pas, mais dans la version originale de la série, Tahiti Bob, en fait, il parle français. Voilà, c'est un vilain français. Pas content chaque fois qu'il veut montrer qu'il est plus doué que les autres, etc. Il parle Frenchy. C'est une référence française un peu particulière, mais ça, il faut voir la version originale pour le comprendre. Et il y a de nombreuses références, enfin, à l'animation en général. Et il y a un épisode où il y a carrément dans l'épisode une référence à tout l'univers de Miyazaki, qui est particulièrement bien trouvé. Avec le chabus, ça on ne pouvait pas y échapper. Par contre, j'ai été absolument traumatisé par la référence à Kiki la petite sorcière avec les sœurs de Marge. Ça, je suis désolé, ça passe pas. Et enfin, le mini supermarché qui devient le château ambulant. Voilà. Ça, c'est juste terrible. Bon, l'homosexualité, j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est un des nombreux personnages qui se révèle, c'est un des premiers personnages qui se révèle effectivement gay. Je pense qu'il est malade de la tête, quand même. On aime bien l'admettre, et on ne sait toujours pas quel âge exact a Montgomery Burns, si ce n'est que visiblement il est né au 19e siècle. Au moment de l'ère industrielle, c'est pas possible autrement. Et non, j'ai respecté mon temps, parfait. On va finir là-dessus. Voilà, donc effectivement, en plus, il y a ces épisodes spéciaux Halloween et compagnie qui permettent d'aller encore plus loin dans le délire, de faire des mini-histoires, souvent 3-4 histoires différentes autour des Simpsons, où ils se permettent de les tuer, ils se permettent de faire revenir nos martiens préférés, on les voit de moins en moins, c'est quand même un peu dommage. Non, ça c'est juste exceptionnel à ce niveau-là, et encore une fois, beaucoup de références. Là, c'est l'exorciste. Mais ça peut être... comment ça s'appelle en français, ce film où ils envoient des scientifiques dans le corps d'un mec pour le soigner. Oui. Le voyage extraordinaire, je crois. Je sais plus. Enfin, ils vont dans un mini sous-marin. Voilà. Un classique des années 60 que je vous recommande chaudement, qui est vachement sympa, et pas seulement parce qu'il y a une superbe actrice dedans qui est en combinaison moulante. Absolument pas. On ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, et normalement, devrait pas tarder la surprise, mais il n'y en a pas, donc je vais essayer de continuer. C'est pas grave. Donc qu'est-ce que je vous ai pas dit de rigolo? Peut-être oui, continuer à taper sur France 3 pour dire qu'effectivement ils n'avaient pas compris que c'était pas pour les enfants. Ensuite, c'est Canal+, qui a quand même largement favorisé le développement des Simpsons en France pendant des années, avant que M6
ne passent la série en boucle chez eux, mais surtout sur W9. Hein, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est Tous les samedis, ouais. c'est un peu tout Tous les samedis pendant 4 heures presque. Ouais, voilà. C'est un peu trop. On l'a déjà vu sur le week-end. Bon, après, t'es pas obligé de le regarder, hein, mais bon. En tout cas, si vous voulez pas voir des trucs censurés, prenez les DVD. En plus, c'est quand même assez amusant aussi de voir le soin qui est apporté justement au doublage des séries. Les voix de tous les pays, y compris en France, sont quand même très très proches du ton de voix des versions originales. Par contre, c'est pas toujours facile pour tout le monde de faire l'adaptation en français. Il y a des références américaines qui nous échappent totalement. Donc c'est quand même un peu... Voilà, je suis surpris moi-même. Et donc, puisqu'on parle de doublage, je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, le couple à la ville comme pour le travail, qui nous font la joie d'être présents aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du doublage des Simpsons. C'est pas gentil d'être passé par là. On voulait être discret. On voulait être discret. Donc comment on fait? Je vous passe la vidéo et vous... Mais volontiers. Mais oui, c'est maintenant. Alors ce que je vous propose justement, c'est de comparer. On va vous mettre Voilà. une scène un peu chaude. Avec donc le doublage original. Vous allez découvrir un petit peu ce que ça fait. C'est de l'imprévu en fait, on a décidé ça. On aime les surprises. On va prendre des micros quand même. On va se mettre au milieu. On peut s'échauffer. On va se mettre au milieu peut-être. Attends, on va remettre après, ouais. Faut qu'on fasse une petite installation quand même. Voilà. Et puis surtout, je vais essayer de voir pourquoi le son ne sonne pas. Ah, sinon. Voilà. Alors, en fait, c'est une séquence de doublage de la saison. Saison 21, le diable s'habille en Nadin. Et c'est l'épisode où Homer Simpson, Carl a eu, son copain de la centrale a eu une promotion et il va à un congrès à Paris, un congrès nucléaire à Paris et Homer est son secrétaire et débordé de boulot, il n'a plus le temps de s'occuper de Marge. Et ils vont rencontrer, à Paris, ils vont rencontrer Sarkozy et Carla Bruni et le camembert. Mais là, c'est une séquence où Marge est un petit peu revendicative vis-à-vis d'Homer, parce que Homer n'a plus le temps de s'occuper d'elle. Alors, je sais pas comment on va se mettre. On s'en fiche. Les deux micros normalement sont branchés, donc vous pourrez le faire. C'est Pardon, Marge. Alors, normalement, le but c'était que vous écoutiez la version originale on va le faire, non? On va essayer. On va et essayer. qu'après on puisse enregistrer la version française. Française. Hein? Alors quelques petites explications quand même, ce que vous avez en dessous. Ça C'est s'appelle la bande rythmo. Voilà. À l'époque, c'était encore écrit à la main. Voilà. Je pense que ça explique parfois des petites libertés de doublage sur certaines séries japonaises, mais je n'ai rien dit. Je pense notamment aux accents. Maintenant, ça se fait essentiellement sur Absolument. ordinateur. Oui, l'ordinateur, il y a des logiciels. Voilà. Là vous comprendrez peut-être pas tout d'ailleurs. Voilà. Et donc, en fait, vous avez ici le trait qui La barre de permet synchro. comprendre qu'il faut commencer à lire ce qu'on voit là quand ça passe ici. Et selon les personnages, vous avez la ligne des personnages ici ou là. Et donc, les personnes qui font le doublage doivent repérer tout ça. Et parfois, j'imagine, découvrent le texte à ce moment-là. On découvre, on va le découvrir avec vous. En général, on écoute la version originale et tout de suite après. On n'a pas vu l'épisode enregistre. avant. Hein. Là, il y a 3 séquences qu'on appelle des boucles encore à l'heure actuelle. Vous verrez numéro 12, 13, 11, 12, 13, voilà. Ce qui nous permet, nous, de retenir la petite séquence de 45 secondes à peu près que dure une boucle, comment interprète le personnage, voilà, les émotions, tout ça, et après, à nous d'emmagasiner ça dans notre petit cerveau et de retranscrire en version française. Voilà. Alors, on n'a pas de son alors original? Si. On entend quelque chose? Ouais, vaguement, mais on peut remettre au début peut-être alors du coup.
Alors un tout petit peu, faut... C'est parce qu'ils font beaucoup de bruit. Non, non. C'est pas grave. On peut en mettre au début, peut-être, non? Tendez l'oreille, hein, tant pis. Tu peux pas mettre plus fort. Non. C'est branché. Écoute. Essayez de tendre. Essayez de tendre l'oreille. One a few items to make our night extra special. Example, some lingerie from the horny hubby in Snuggle Dice. This one has an action, and this one has a body part, see? Now, so, neck with pleasure. Hi. I'll try again. Thanks. Hair. What the? Whisper into ass. Oh, this game's done. Ah. Voyez la numéro 12, autre scène. We're gonna be first star in the morning. Toute petite barre, on change de plan. Touch me. Hop là. Kiss me, baby. Kiss me like a frog in a fairy tale. Les petits bisous, c'est des petits ronds avec des changements de plan. Texte souligné, ça veut dire qu'il n'est pas à l'écran, on ne le voit pas. Voilà. Changement de plan. I'll make it up to you, Marge, I swear. Last night wasn't making it up to me. The most intimate moment we shared this week was my ironing your shirts. Actually, those were Carl's shirts. I can't believe you're gonna spend another weekend with him. Hey, it's not like I want to go. Go, go, go. Si vous avez bien tendu l'oreille, Voilà, et on va... c'est la version américaine et version maintenant, française. on ne touche à rien. Et c'est la version Homer. Bibiche, je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin. Vue sur l'océan obstrué. Oh, oh. Bon alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon au volant et maintenant il me tarde d'en profiter. Eh bien moi j'ai rapporté quelques petites choses pour avoir une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie de temps pour le surlapin et les dés du câlin. Celui-ci désigne l'action et celui-là est partie du corps, tu vois. Se blottir avec plaisir. Je vais essayer. Lécher les yeux. Attends, je réessaye. Fesser, cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, souffler dedans. Cul. Oh, mais c'est nul ce jeu. Oh, mais tu devrais me faire rouler, moi. On va y plein de courbatures de main. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? Oh. D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Oh, tu le sens, le gros crapaud là. Qu'est-ce que c'est? Oh, wouhou! Après, je m'occuperai de toi, Marge, je te le jure. C'était hier soir qu'il fallait t'occuper de moi. Le moment le plus intime qu'on ait eu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Karl. Oh, j'arrive pas à croire que tu vas encore passer un week-end avec lui. C'est pas par plaisir que je veux y aller. Allez, allez, allez! Non! Exciting. Et voilà. Voilà. C'était le petit cadeau. Merci. Merci infiniment. Peut-être quelques comment dirais-je, précisions supplémentaires.
Donc tout ça, ce que vous avez vu, évidemment, ça implique parfois d'adapter à la voix ce qu'on voit à l'écran. Bon, j'ai cru comprendre que dans la salle, certains comprenaient l'anglais au moins suffisamment pour le lire, mais c'est pas si évident que ça. Il y a aussi une autre particularité, je crois, qui est tout à fait française. Contrairement à d'autres pays, on respecte ce qu'on appelle le lip sync, c'est ça? C'est-à-dire que les mouvements de bouche, même si en animation c'est assez limité, vous avez quand même des formes de bouche, que ce soit donc dans des films en prise de vue réelle ou dans l'animation, qui font que vous faites des E, A, E, ou, enfin des choses comme ça. Et vous aurez peut-être remarqué que non seulement nos invités de marque sont très doués, et forcément, mais qu'en plus, si vous regardez l'image et que vous les entendez, vous avez l'impression que ce sont vraiment les personnages qui parlent. On s'en rend pas compte en France, on est habitué maintenant depuis longtemps, mais il y a d'autres pays où ils redoublent dessus, avec strictement aucune intonation de voix, et parfois même c'est la même personne qui fait les voix de tous les personnages. Je ne citerai aucun pays de l'Europe de l'Est, mais le fait est que donc ça c'est quand même aussi tout un boulot, et ça c'est les personnes qui adaptent au départ, qui vont non pas seulement adapter le texte anglais, mais aussi voir comment les personnages parlent, et donc repérer la façon dont, c'est quoi, les labiales, c'est ça? Labiales. C'est les P, les B. Voilà. Voilà, pour éviter de choquer. C'est pour ça que des fois il y a des libertés dans la façon de dire un mot d'un personnage. Normalement c'est une autre signification, mais on va essayer de trouver le mot qui s'en rapproche le plus au niveau de la façon dont la bouche parle, tout simplement. Et vous remarquerez que certains pays, pour faire des économies en animation, s'arrangent pour que les personnages qui parlent soient de dos. Je vais vous donner des exemples sans ça être méchant. Par exemple, les très mauvaises productions françaises d'un certain temps, comme Les Misérables ou quoi que ce soit, outre qui changent l'œuvre originale en voyant toutes les personnes qui étaient supposées mourir aux États-Unis, hein, ils s'arrangeaient pour faire parler les personnages de dos. Ou encore notre grand ami Raïm Saban, qui, avec les adaptations qu'il a fait, que ce soit des Power Rangers, de Digimon ou quoi que ce soit, rajoute des dialogues et profite d'avoir des personnages qui sont de dos pour rajouter des blagues nulles. Voilà, c'était ma petite seconde je suis méchant. Mais il faut quand même bien l'admettre, il y a des choses qui normalement ne devraient pas se faire. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai respecté aussi mon délai de 45 minutes, donc merci pour cette démonstration de visage. C'était à vous, je crois, dans un petit quart d'heure, c'est ça? Un quart d'heure, on va enchaîner. Voilà. Donc si vous voulez enchaîner maintenant, je pense que ça gênera personne. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au travail de comédien doubleur À moins qu'il y ait des questions, mais on attend nos collègues. On n'a pas vu toute ta conférence, mais il y a peut-être des Est-ce que vous avez des questions concernant les Simpsons, sachant que j'ai quand même vachement compris, allez-y. Moi j'en avais une sur les prédictions que font les Simpsons, un peu les fameuses par rapport à Trump et plein d'autres choses encore. Est-ce que vous en pensez? Je pense que certains devraient arrêter la drogue. Mais c'est vrai que c'est tentant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les Simpsons, même s'ils sont issus d'une période de la fin des années 80, début des années 90, c'est une famille et un environnement qui a su évoluer avec le temps, et qui a su évoluer avec son temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que non seulement on fête les 30 ans cette année, mais que finalement Disney ne s'est pas débarrassé des Simpsons en rachetant la Fox. Et ça c'est quand même une vachement bonne nouvelle, et que ça a été signé pour au moins la saison 31 et 32. Donc ça c'est cool. Maintenant ce qui est agréable pour moi, non pas de voir qu'ils puissent prédire des choses, mais plutôt de signifier aux gens, tout en parlant avec humour, de dire attention, c'est pas n'importe quoi, ça c'est dangereux. Ou encore soyez un petit peu plus tolérants. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait beaucoup d'épisodes et beaucoup de personnages qui se révélaient gays. Voilà, il y a 30 ans, c'était pas évident de faire son coming out visiblement. Maintenant, dans les épisodes des Simpsons, tout le monde s'en fiche. Hein. Même Moe transforme son bar en bar de rencontre pour les gays, et entre guillemets ça se passe très bien, sauf qu'il ment. Donc le problème ne vient pas de sa clientèle, mais de lui, qui ment aux autres et qui ment à lui-même pour
faciliter la transition par rapport à la transformation de son bar. Bon, maintenant, il y a des tas de sujets qui sont développés, mais par exemple, il y a 30 ans, c'était presque cartoonesque et rigolo de montrer un père qui veut étrangler son fils, hein, avec régulièrement Homer qui menace Bart de l'étrangler. Petit con. Pardon. Et maintenant, il le fait un peu moins, et on remarquera même que le respect de Bart a évolué, puisque au départ, sa grande marque d'irrespect par rapport à son père, c'est de ne pas l'appeler papa. C'est de l'appeler Homer. Maintenant, on l'entend très souvent dire papa, ou même la relation entre Bart et Lisa a évolué. Voilà, enfin, ça dépend des épisodes, mais voilà, ils jouent de tout ça. Et quelque part, les Simpsons, non seulement c'est une sitcom animée qui est rigolote, mais qui porte aussi à réfléchir sur les choses. Voilà, sur plein de trucs, un truc aussi bête que, je sais pas moi, l'exploitation de l'image de quelqu'un sans son autorisation, avec ce fameux épisode où les Japonais ont fait une étude de marché pour trouver la tête qui vendrait le mieux, je sais plus si c'est une marque de lessive, c'est ça, voilà, et il se trouve que, tout à fait par hasard, ça se retrouve être la tête de Homer Simpson sur les emballages en question, et du coup il est obligé d'aller au Japon pour enquêter là-dessus. Voilà, il y a aussi un passage là, où il tape un truc à l'aide, et ça fait une référence à un film, je sais plus lequel, et là il y a un avocat qui débarque et il dit vous tapez encore une fois dans la boîte et vous devez des droits quoi. Ah oui. Oui, enfin, il faut rappeler qu'aux États-Unis, les avocats, ils sont pas spécialement aimés. Et il y a peut-être des raisons pour ça. Voilà, c'est d'ailleurs assez amusant de voir qu'un des super-héros qui a été le mieux adapté par Netflix, qui est, est-ce que je le dis à l'anglaise ou Daredevil, soit en fait dans la vraie vie avocat. Et celui qui défend les causes nobles, alors qu'en face, effectivement, c'est des gens qui ne pensent qu'au fric. Voilà. Mais moi je trouve quand même que sincèrement, si une série comme les Simpsons continue, c'est qu'il y a une raison. Si Matt Groening a réussi non seulement à faire les Simpsons, mais aussi à faire Futurama, à faire face même à une concurrence, j'allais dire, déloyale et interne à la Fox, avec, comment ça s'appelle en français, je suis désolé, c'est Family Guy, et donc c'est... Voilà. Non, c'est pas American Dad. Voilà, les Griffins. Ah oui. Je suis désolé, je suis en décalage parce que en fait la plupart du temps je découvre des trucs en anglais et puis après je découvre le truc en français et ça marche pas là-dedans. Donc, voilà, les Griffins, faut savoir qu'il y a eu une petite guerre civile à la Fox pour savoir qui des deux séries resterait sur la Fox. Ce qui fait qu'à un moment, dans beaucoup d'épisodes des Griffins, donc, il était dit régulièrement comment nous comparer aux Simpsons, mais vous voulez mourir ou quoi, et puis ils ont fini par faire un épisode crossover. C'est assez amusant puisqu'en plus là pour le coup les Griffins ne sont pas jaunes du tout, ils n'ont rien à voir avec le style des Simpsons, mais ils se rencontrent aussi, et mine de rien il y a un épisode crossover aussi avec Futurama qui est donc plutôt science-fiction et qui est assez amusant, où Bart fait comprendre à tout le monde que Bender ou Homer, c'est les mêmes. C'est exactement ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a été un peu feignant sur le design là quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'est cool que ça continue. C'est cool que ça continue à appuyer là où ça fait mal, tout en nous faisant rigoler. Et c'est franchement avec l'humour que je pense qu'on peut faire passer le plus de messages, j'allais dire, sains d'esprit. Voilà. Donc bon anniversaire aux Simpsons. Et il est 24, donc je vais terminer là, à moins qu'il y ait une autre question. Oui. Enfin, moi aussi j'ai faim. C'est pas une question, mais je connaissais une petite anecdote par rapport aux 4 doigts justement. Et si un jour vous regardez les Simpsons, vous verrez que le personnage de Dieu, c'est le seul à avoir 5 doigts. Ah, intéressant ça. Et je sais pas pourquoi en fait. Dieu aurait 5 doigts. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est le papa quoi, peut-être que c'est la réponse à la question, mais c'est marrant à voir quoi. Ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai noté ça aussi dans Avatar, mais il n'y a pas Dieu. Mais par contre, les personnages bleus, en fait, je sais plus comment ils les appellent. Oui, enfin, les vrais Navis, ils ont que 4 doigts, mais ceux qui sont supposés ressembler aux Navis, oui, les avatars. Ils viennent d'humains, ils ont 5 doigts. Ils ont 5 doigts. Oui.
Vous avez posé la question pourquoi les Simpsons ont 4 doigts. C'est plus facile. On a reposé la question à Matt Groening, le créateur de la série, et il nous a répondu que c'est une question de kilométrage de crayon. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, si vous faites 5 doigts, sur une série comme les Simpsons, sur 5 ans, ça représente 40 km de traits de crayon en plus. Donc pour les dessinateurs, c'est un vrai problème. Alors peut-être que Dieu, il y a eu une exception. Dieu est à part. Dieu est à part, il n'apparaît pas tout le temps. Oui. Il fait des apparitions épisodiques. Il lui fout pas sa tête, donc du coup, voilà. C'est économisé. Mais voilà pourquoi même dans les Walt Disney, ils ont 4 doigts, c'est parce que c'est pour économiser les traits de crayon. Moi, on m'avait dit que c'était pour éviter qu'on fasse trop de comparaisons avec les personnages dans la vraie vie. Voilà. Après, chez Disney, ils disent que c'est aussi plus simple de faire 4 doigts que 5 aussi. Alors, il y a plusieurs possibilités aussi, quoi. Ça gagne du temps. Alors, c'est le dessinateur qui va parler, mais j'y crois pas. Parce que quand on est, par exemple, quelqu'un qui est habitué à dessiner de manière un peu, on va dire, académique, va plus facilement faire 5 doigts que de faire quelque chose de cartoonesque et qui n'a que 4 doigts, quoi. C'est un exemple tout bête. Quelqu'un qui dessine des personnages réels va avoir énormément de mal à s'adapter à faire des personnages de dessins animés japonais. Par contre, il va pouvoir plus facilement faire des personnages de comics parce que dans les comics, mine de rien, c'est quasiment ce qu'on pourrait trouver dans des croquis, j'allais dire, de nus. Hein, c'est pour ça qu'ils sont à peine habillés, parce que comme ça on peut faire les muscles, les machins, etc. C'est de l'anatomie. Voilà. Donc c'est pas toujours très réaliste, mais c'est plus facile. Mais vous n'arriverez jamais à faire dessiner correctement, je sais pas moi, un truc tout bête. Les filles dans ce que vous appelez les mangas, donc les animés, elles ont des yeux comme ça. Hein, normalement, ça devrait leur faire des crânes d'extraterrestres. Ça, certains dessinateurs sont incapables de le faire, que ce soit au niveau des proportions. Oui. C'est pour savoir comment vous êtes devenu doubleur. Alors, on est comédien. Et on se retrouve sur un casting de voix et voilà. Ils ont trouvé leur voix. Voilà, on l'a trouvé. Et ils ont leur conférence juste après. Oui, voilà. Tout plein de questions, quelle belle production. On va libérer, il faut qu'il aille manger quand même. Voilà. Eh bien écoutez, merci à vous en tout cas. Et j'en ai terminé moi pour cette conférence et pour aujourd'hui. Petite seconde d'auto-promo. Ça n'a rien à voir avec les Simpsons et assez rarement avec l'animation, même si c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Yvan West-Florence, enchanté, spécialiste de l'animation, fondateur et ancien rédacteur en chef du magazine Animeland qui cette année fête ses 28 ans. Voilà, c'est pas rien. Et jeune youtubeur, ça fait 3 ans que j'ai une chaîne personnelle sur YouTube où je parle essentiellement d'une autre de mes grandes passions qui est le produit dérivé, la maquette. Donc à supposer que ça vous intéresse, ça s'appelle tout simplement Chez Yvan West-Florence. Et voilà. Donc écoutez, bonne fin de salon, bonne conférence et j'espère à très bientôt à la Popcon. Merci. Merci.